comment redonner de l'oxygène aux petites et moyennes entreprises antillaises qui ont été pour la plupart impactées par l'épidémie du Covid et qui sont toujours en difficulté? Disons que l'épidémie du Covid en Martinique a fait d'autant plus de dégâts, d'autant plus de ravages, que les petites et moyennes entreprises étaient déjà en situation de grande difficulté. Et à part le secteur de la consommation, c'est-à-dire les supermarchés qui se portaient et qui se portent de nouveau relativement bien, l'ensemble des secteurs économiques de la Martinique étaient sinistrés avant le Covid. Notamment parce que les collectivités territoriales à qui l'État attribue comme responsabilité essentielle d'organiser le développement économique de la Martinique n'ont pas fait le job, ni avant le Covid, ni pendant le Covid, ni depuis le Covid. Je prends l'exemple du BTP, qui est un secteur extrêmement important, mais le BTP a quasiment disparu. Il est très difficile de trouver aujourd'hui une entreprise du bâtiment ou des travaux publics qui puisse payer tous les mois un salaire, ne serait-ce qu'une dizaine d'employés. Bien pourquoi? Parce que d'une part, pendant de longues années et jusqu'à aujourd'hui, les délais de paiement par les collectivités territoriales étaient scandaleusement longs, et d'autre part, parce que les collectivités n'ont pas fait le travail d'investissement que la loi leur assigne. Et un troisième élément, le développement économique des petites entreprises est très impacté par le problème du transport. J'ai fait personnellement le calcul, on perd chaque année, la Martinique perd chaque année plus de 2 milliards d'euros dans les transports. Et quand une petite entreprise a 2 chantiers ou 3 chantiers dans la journée, mais qu'elle perd 1h30 ou 2 heures à chaque fois pour aller d'un chantier à l'autre, il ne faut pas s'étonner que finalement les difficultés continuent. Donc nous avons une responsabilité collective de ce côté-là, et les petites entreprises et les moyennes entreprises se donnent beaucoup de mal, mais elles ne sont pas aidées par les collectivités dont c'est le travail de les mettre en position de bien se porter économiquement. Nicolas Sarkozy avait proposé en 2007, lors de son mandat de président de la République, que la Martinique et la Guadeloupe soient des zones franches globales. Proposition refusée à l'époque par nos élus. Je pense que c'était une bonne proposition. Monsieur le consultant, vous en pensez quoi? Non, la France est accablée de charges sociales et fiscales qui ont une contrepartie, puisque ça permet d'avoir un niveau de protection sociale très élevé, des niveaux de retraite relativement corrects, etc. Mais tout ce qui peut venir alléger les charges pour les entreprises, c'est-à-dire leur permettre de se rapprocher, de faire un rapprochement entre le salaire brut et le salaire net, eh bien c'est bien. Et donc la zone franche globale est une proposition qu'il aurait fallu saisir au bon et organiser très rapidement. Mais finalement, je pense que les élus de l'époque n'ont pas perçu tout de suite l'intérêt d'un tel dispositif et n'ont pas donné la suite qu'il aurait fallu. Je rappelle qu'il en a été de même pour le dispositif de défiscalisation quand il a été mis en place il y a fort longtemps, en 1986, par le président Chirac et par M. Bernard Ponce. Eh bien, ce système-là, qui a été perçu par les spécialistes comme un très bon système, a été immédiatement combattu par un grand nombre de responsables martiniquais. Et quand on fait le bilan aujourd'hui, c'est le système qui a le plus permis l'investissement en Martinique au cours des 50 dernières années. Donc il ne faut pas abandonner. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont proposés, refusés une fois, refusés 2 fois, mais acceptés la 3e ou 4e fois. Mais le principe diriger la Martinique en zone franche globale est une très bonne démarche et je ne désespère pas qu'on la reprenne un jour. La croissance ralentit. La France a une dette de plus de 3 000 milliards d'euros. Le pays consomme plus qu'il ne produit. La France est aussi en train de perdre une bonne partie du marché africain. Du coup, Bruno Le Maire promet une réduction des dépenses de l'État. Comment analysez-vous une telle situation? Disons que la politique économique menée par les gouvernements français successifs depuis les années 80 a été surtout basée sur l'aide à la consommation.
d'où le déversement de milliards de subventions, notamment sous forme de RSA, sous forme d'allocation au chômage. Et lorsqu'on distribue du pouvoir d'achat pour que ce pouvoir d'achat se porte sur des biens de consommation, encore faut-il, pour que l'économie redémarre, que ces biens de consommation soient produits en France. Le problème, c'est que la plupart des biens de consommation sur lesquels se porte ce pouvoir d'achat sont produits en Chine ou dans d'autres pays émergents. Donc, au total, la France a énormément fait de dettes pour distribuer le pouvoir d'achat, et en passant à tolérer un taux de chômage qui est tout à fait anormal. Alors, apparemment, les chiffres du chômage ont baissé, mais c'est qu'on en a enlevé un grand nombre de chômeurs, un grand nombre de titulaires du RSA, un grand nombre de titulaires des contrats d'engagement, mais quand on fait le compte sur 30 millions de personnes théoriquement actives, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 16 ans et moins de 62 ans, sur 30 millions de Français dans cette situation, il n'y en a que 23 ou 24 millions qui travaillent. C'est-à-dire qu'il y a 6 ou 7 millions d'adultes qui pourraient travailler et qui ne travaillent pas. Donc il n'est pas étonnant que la situation de la France soit actuellement aussi mauvaise. Alors pour parler plus précisément de l'Afrique, il est certain que le désengagement forcé de la France par rapport à l'Afrique va avoir des conséquences, parce que les multinationales, notamment françaises, extrayaient et extraient encore aujourd'hui de l'Afrique un certain nombre de matières premières qui sont très importantes, notamment pour nos usines atomiques. De même, un certain nombre d'emplois en France sont dégagés par des entreprises qui exportent leur production vers l'Afrique. Alors, s'agissant plus précisément de l'annonce, parce qu'il ne s'agit là que d'une annonce qu'on entend depuis 25 ans de manière régulière, comme quoi l'État va faire 15 milliards d'économies, il ne s'agit pas seulement de faire 15 milliards d'économies, il faudrait faire plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies. Je rappelle qu'au-delà des 3 000 milliards d'endettement que vous avez cités, les seuls intérêts que la France, que le Trésor public doit payer à ses créanciers vont atteindre en 2023 une somme qui sera de l'ordre de 55 à 60 milliards d'euros du fait du niveau des taux d'intérêt actuels. Eh bien, quand on a 60 milliards d'intérêts à payer sans même commencer à rembourser le capital, eh bien, c'est autant d'argent en moins pour la recherche, autant d'argent en moins pour l'école, autant d'argent en moins pour l'hôpital, autant d'argent en moins pour énormément de communication à améliorer dans tous les secteurs. Et donc c'est une catastrophe pour l'État que de devoir payer, pour l'État et puis pour les Français de manière générale, que de devoir payer de telles sommes. Donc l'annonce de M. Le Maire, c'est véritablement une annonce. Si les économies du Trésor français se limitent à 15 milliards, on n'est pas prêt de s'en sortir. La France est en ce moment un pays, malgré un certain nombre de décisions relativement positives qui ont été prises ces dernières années, c'est un pays qui est sur une pente tout à fait négative. Je rappelle que dans les années 1980, la France était la 4e puissance économique du monde. Eh bien, aujourd'hui, la France n'est que la 7e puissance économique du monde. Et au fur et à mesure, quand on regarde notamment les échanges commerciaux internationaux, la France a un déficit qui stagne à un montant très élevé, de l'ordre de 160 milliards d'euros, alors que l'Allemagne, pour prendre un exemple, malgré les difficultés actuelles de l'Allemagne a un excédent de son commerce extérieur qui est à peu près équivalent au déficit du commerce extérieur français. Et le chômage est beaucoup plus bas en Allemagne, etc. etc. L'endettement global de l'Allemagne est très inférieur à celui de la France. Donc je crois que la France a besoin d'une démarche comme celle que le président de la République a esquissée, mais qui n'est pas encore aboutie, c'est-à-dire une démarche consistant à tout refonder. Le Conseil national de la refondation devrait, d'une part, mettre à plat de manière vraiment complète l'ensemble des problèmes de la France, regarder où le bas blesse, ensuite voir vers quelle direction s'acheminer,
et puis répartir les responsabilités entre les agents économiques, sociaux, culturels, pour voir qui fait quoi sur une durée de 5 à 10 ans et voir comment la France peut se sortir de la situation où elle est. Les BRICS, dans une coalition élargie, ambitionnent de faire face au bloc occidental dominé par les USA. Comment voyez-vous ce face-à-face économique ? Disons que c'est une donne complètement nouvelle. Les BRICS viennent de s'élargir. Ils ont doublé à peu près le nombre de pays qui font partie de ce groupe. Et c'est une page nouvelle qui est en train de s'écrire dans le commerce et même l'influence politique internationale. Au XVIIIe siècle, la France avait beaucoup de prestige du fait de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, c'était l'Angleterre, du fait de son industrialisation assez poussée et d'un empire colonial qui était très important. Et puis au XXe siècle, ça a été vraiment l'époque des États-Unis, où c'était revenu, notamment en Europe, en 14-18 et en 39-45, pour les deux guerres mondiales. Ça leur a donné un prestige et une puissance économique et militaire considérable. Maintenant, dans le XXIe siècle où nous sommes, eh bien, cette page que nous sommes en train de vivre va beaucoup plus être écrite par les pays comme le Brésil, comme la Chine, comme l'Inde, etc., comme le Vietnam, comme l'Indonésie. Ce sont ces nouveaux pays qui, avec des capacités intellectuelles tout à fait comparables à celles de l'Occident, ont une main-d'œuvre qui est beaucoup moins chère. Il y a beaucoup moins de gens payés à ne rien faire, et ça c'est très très important comme élément. Il faut savoir que le chômage c'est une perte d'énergie, mais c'est une insulte à la dignité humaine, en plus d'être une violation de la Constitution. Si vous relisez le préambule des deux dernières constitutions, 4e République et 5e République, il est dit à l'article 5 que chacun a le devoir de travailler et que chacun a le droit d'obtenir un emploi. Eh bien, on ne mesure pas le niveau d'indignité auquel on réduit des millions de personnes en ne leur permettant pas d'avoir un emploi. Alors, dans les pays des BRICS, eh bien, les gens n'ont pas des allocations. Je suis d'accord pour qu'on aide les gens qui n'ont pas de travail, mais il faut que ce soit dans le cadre d'un itinéraire de retour à l'emploi qui est conforme à la dignité de tout individu. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Non, pour revenir à notre chère Martinique, les Martiniquais, depuis plusieurs années, sont en train d'appuyer simultanément sur l'accélérateur et sur le frein. Et chacun sait qu'une telle manière de conduire n'emmène pas très loin. Les Martiniquais appuient sur l'accélérateur, c'est-à-dire qu'ils estiment, à tort ou à raison, qu'il faut rester dans l'ensemble français et ne pas remettre en cause l'appartenance de la Martinique à la France. Mais en même temps qu'ils disent ça à chacune des occasions où ils ont l'occasion de le dire, eh bien, ils mettent au pouvoir des gens qui ne parlent que de pouvoir, justement, d'autonomie, peut-être d'indépendance. Donc ça ne peut pas fonctionner, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Martinique n'avance pas. Et elle est même en train de reculer. On le sait bien, la population diminue de 3 ou 4 000 personnes chaque année, et donc il est temps qu'on retrouve une certaine cohérence. Il ne faut pas critiquer les élus. Aucun élu ne s'est installé comme élu de son propre chef. Il a été candidat, et puis bien, les électeurs ont fait leur choix. Je prends l'exemple de la dernière élection à la CTM. Eh bien, il y avait une douzaine de listes, dont une demi-douzaine conduite par des gens qui avaient déjà contribué à la gestion des affaires martiniquaises avec les résultats que nous connaissons, et puis une autre demi-douzaine de listes conduites par des gens qui n'avaient pas participé à la conduite des affaires de la Martinique. Bien, l'électeur, qui est le souverain dans une démocratie, a choisi d'éliminer totalement les nouvelles listes et de ne remettre au pouvoir que les listes dirigées par des gens qui avaient déjà contribué à la direction de la Martinique au cours des 40 ou 50 dernières années. Bien, voilà le résultat. Je vous recommande la lecture du livre d'Aimé Césaire, « Nègre je suis, nègre je resterai ». Lisez la page 34 de ce livre-là, qui est un recueil d'interviews avec Françoise Vergès, et vous verrez que
Aimé Césaire, qui était à certains moments un visionnaire, émettait déjà de très grands doutes quant à la capacité d'un certain nombre de Martiniquais à gérer les affaires de la Martinique. En cela, il n'a pas déclaré la même chose que son ami le docteur Aliker, mais il avait pressenti, mais nous avons le devoir de le faire mentir de ce côté-là, il avait pressenti que les Martiniquais auraient du mal à gérer eux-mêmes leurs propres affaires. À nous de dire à Césaire, mais non, tu te trompais, nous sommes capables de gérer nos propres affaires dans le cadre de la France.